Allez, go! Nous sommes... Hop! En toute logique, nous sommes en live. Dites-moi au niveau du son comment ça se passe pour vous. En tout cas, c'est pas la bonne scène. Voilà, la bonne scène, c'était celle-là. Bien sûr, on se retrouve ce soir pour le jeudi, pardon. Le jeudi maintenant, vous le savez, le jeudi 18h, c'est du live, bien sûr, mais c'est aussi les meet-up de 18 à 19h30. Et donc, bienvenue sur la première émission de Meetup. Le Meetup, c'est quoi? Je le rappelle pour ceux qui ne seraient pas habitués du format. Le Meetup, c'est très simple, c'est une conférence technique, un retour d'expérience. Enfin, voilà, ça va parler principalement aux professionnels, mais pas que. Aux curieux, aux plus curieux d'entre vous en tout cas. Et aujourd'hui, on va commencer fort avec une feature que tout le monde attend dans le domaine de la VR et qui arrive, qui est arrivée il y a pas très longtemps, mais qui se concrétise, on va dire, qui est le hand tracking. Et pour ce faire sur cette émission, et pour ce faire pour cette émission, nous venons de perdre Alex, le speaker. Ok, tout va bien. Tout va bien, je ne vais pas péter les plombs. En tout cas, on va dire bonjour à Louis. Et si normalement je fais cette scène-là, bah non, si je fais cette scène-là, c'est pété aussi. Ok, on va dire bonjour à Louis. Louis, comment vas-tu? Parce que tu vas m'accompagner du coup pour animer cette émission. Ah, tu es mute, Louis. Pardon, bah voilà, tu vois, on enchaîne les galères. C'est l'aléa du début de stream, on va dire. Bah écoute, ça va super bien. Et bah ouais, on va attendre Alex tranquillement pour pouvoir reprendre le stream. Mais Non, mais pas de souci, hein, forcément, les aléas, ok. Attends, je vais lui redire directement de se... Pas de souci. Reconnecte-toi du coup, Alex, sur le chat général. Je m'occupe du reste. Louis bas, je trouve, oui. Tout à fait. Ah bah alors là, pour le coup, en effet, très très bas, voire même... hop, attendez, je règle ça tout de suite. C'est imminent. Hop, alors que je déplace Alex dans la bonne conf. Et une fois qu'il aura remis sa cam, vous allez voir, la magie va opérer. Hop, voilà, la magie va opérer. Et il va pouvoir, tac, comme ça, réapparaître. Voilà. c'est mieux pour le son, là? Alors seulement... Si, c'est bon. Ok. Donc Bonsoir, Alex. là, on est bon. Salut Alex. Tu m'as fait une petite frayeur. Hein. Le bouton mute est juste à côté du bouton raccrocher. J'ai cliqué trop vite. Voilà. Parce qu'un meet-up sans speaker, eh ben, c'est un petit peu comme une mer sans eau. Ça ne sert à rien, ça ne rime à rien. Et on aurait dû jouer des claquettes pendant une petite heure et demie, ce qui aurait été extrêmement compliqué. Voilà, pas de souci. Donc, bienvenue à toi. Écoute, on va commencer comme ça par te présenter un petit peu. Alors, du coup, donc tu représentes, et tu es même le fondateur, hein, du coup, de la société AuthorTech. Exactement. Et que fais-tu dans cette société? Et quel est, en fait, le but de cette société? Dis-moi. Ouais, grosso modo, on développe des applications en réalité virtuelle et réalité augmentée pour les entreprises. Voilà. Ok. Donc, effectivement, j'ai monté ce studio il y a à peu près un an maintenant. Je suis passé par la case freelance dans un premier temps, donc je bossais sur des projets, on va dire, de plus petite envergure. Et voilà, de fil en aiguille, du coup, j'ai monté un truc un petit peu plus gros. J'ai commencé à recruter des gens pour travailler sur des projets un petit peu plus sympas et un peu plus conséquents. Voilà. Ok, ça marche. Alors qu'on me dit que, effectivement, tu as un micro peut-être un peu bas par rapport à moi. Normalement, j'ai corrigé, donc ça devrait aller mieux. J'ai augmenté un petit peu le volume de tout le monde, donc dites-moi si c'est bon. Donc, une entreprise spécialisée, effectivement, dans la VR. Attendez, hop, voilà, je vais bouger ma souris. Entreprise spécialisée dans la VR. Et sur quel type de projet, tiens, par exemple, le projet le plus excitant que tu aies pu faire, Alex, dis-moi. C'est une question piège, puisque le projet le plus excitant sur lequel je travaille en ce moment, je n'ai pas le droit d'en parler. Ah, bon, tant pis. Et voilà. C'est un petit peu le problème que j'ai avec les clients qu'on a, c'est que on fait des trucs super cool, mais on n'a pas vraiment le droit d'en parler. Donc, pour rester vague, de la formation. Ça marche. Ok.
La formation en VR, effectivement, une grosse feature dans le domaine professionnel. C'est ça. On imagine, on y retrouve moult choses. On a vu, typiquement, on peut citer OneAdev notamment, qui avait fait de la formation pour les pompiers, non, pour les incendies, la prévention pour les incendies, mais on a effectivement de la formation pour les pompiers, pour le GIGN, pour les policiers, les CRS. Enfin, formation pour à peu près tous les corps de métier. Ça a un gros avantage, tout simplement, de coûter moins cher que de la formation classique dans un premier temps. Et ça peut même servir de formation continue, donc c'est plutôt cool. Ok, et ben je te Ça va permettre propose. de mettre. Pardon. Ouais, vas-y, Louis. Non, et puis surtout, ça permet de mettre les gens dans des situations pas improbables, mais peu fréquentes. Ouais, tout à fait. Quand on parlait là d'incendie, tu peux mettre Et le sans feu risque. d'info au bureau. C'est ça, c'est quand même plus pratique que de foutre le feu au bureau pour de vrai. C'est ça. On va concéder ça effectivement à la formation en VR. Un petit peu de réalité augmentée également, du coup, Alex, ou pas du tout? Ou c'est pour le coup, c'est un secteur sur Alors lequel. oui, Ouais. ça, effectivement, on en fait un petit peu. Alors aujourd'hui, c'est pas dans une très très grande mesure. Ça va surtout être pour, par exemple, faire de l'affichage de catalogue produits sur site Ok. généralement, ou voilà, pour présenter des produits par rapport à un contexte, soit chez un client final, soit chez un client pour du B2B. Donc ça reste assez limité, mais il y a effectivement pas mal d'usages qui peuvent être faits en réalité augmentée. Ça marche. Après, la seule problématique, c'est qu'il y a encore. Enfin, c'est plus compliqué d'obtenir du matériel de bonne qualité pour avoir des bons usages de réalité augmentée que de réalité virtuelle. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est Ouais. c'est encore un petit peu à la traîne en comparaison. Ok, mais Mais il y a Ouais, quand même- matériel. il y a quand même des choses qui se font. ouais, ça marche. Louis, tu voulais dire? Ouais, quand tu parles de matériel de réalité augmentée, tu développes sur quoi comme type de matériel? Alors moi, je travaille surtout sur des plateformes mobiles, c'est-à-dire soit sur téléphone, soit tablette. Justement, c'est pour ça, c'est un public très particulier. Par exemple, des clients qui veulent voir l'objet par rapport en 3D dans leur jardin, dans leur maison, peu importe, ou sur leur Mhm. devanture de maison, ce genre de choses. Donc ça permet à monsieur tout le monde, madame tout le monde, de pouvoir voir des choses en réalité augmentée comme ça. Donc c'est pour ça que je travaille surtout sur les plateformes mobiles pour ça. Et après, effectivement, il y a des usages beaucoup plus à pousser en B2B avec des HoloLens, avec des trucs un petit peu comme ça. Ouais, forcément. Mais comme le matériel coûte excessivement cher, du coup, disons qu'il y a beaucoup moins de monde qui vont se lancer dans ce genre de projet, quoi. Ça coûte un bras, effectivement, mais je suis Voilà. ravi d'apprendre à chaque fois que, parce qu'on a trop tendance à l'oublier, c'est que la réalité augmentée, ça n'est pas que des filtres Instagram. Voilà, c'est bien plus que ça. C'est tout simplement, typiquement, on peut citer l'une des applications là en ce moment qui m'a plus fait plaisir, c'était l'application de Volkswagen, si mes souvenirs sont bons, pour ne pas citer de marque. Ou tout simplement, donc ils ont modélisé en fait leur dernier cross, leur dernier simili 4x4, allez, on va appeler ça comme ça parce que c'était pas vraiment un crossover, mais du coup en modèle 1 pour 1, et en fait tu peux regarder tout simplement s'il tient dans ton garage. Vous savez, c'est les modèles vraiment excessifs et machin, et Ouais, et en un coup d'œil comme ça, vraiment plein d'usages. Il y a vraiment plein d'usages comme ça qu'on peut faire qu'on n'imagine pas. Et en fait, c'est tellement pratique de Ah se ouais, dire, complètement. voilà, on a envie d'acheter un meuble, voilà, l'application Ikea, encore une fois pour pas citer de marque. Voilà, on C'est peut voir la taille des meubles directement dans son salon et se rendre compte que, en fait, cette couleur, elle est moche, elle va pas avec le reste des meubles, quoi. C'est un truc, ça a l'air idiot comme ça, mais ça apporte vraiment de la valeur aux gens. Complètement. Et il y a un véritable usage derrière en plus pour Amazon qui est de. Alors, c'est le pendant, mais ils cherchent à développer à mort ça pour réduire les fameux 15 jours de délai de rétractation du online, de l'achat online, du coup. Donc, j'ai nul doute qu'ils vont bientôt nous pousser ça à balle, pour de mauvaises raisons, certes, parce qu'on les aime bien, ces petits 15 jours, mais en tout cas, ça va à mort faire évoluer la techno. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Salut Kashikago, Ireon, bien sûr, moi, 58 700. Darkwolf, Nardiner et tant d'autres. Donc bienvenue à vous. Et puis maintenant, fort de ces présentations, je vous propose de commencer. On va directement switcher de scène, et normalement par la magie. Voilà, on voit simplement ton écran, donc tu peux nous lancer la première slide. Hop. Hop. Ah, par contre, sur cet écran-là, on ne la voit pas. Ok. Ah bah Merde. oui, ok. C'est le seul écran que je n'avais pas modifié. Alors attendez, bougez pas. Ah, mais c'est de ma faute. J'ai Non, essayé de mais fuir. t'inquiète pas. J'ai essayé de fuir l'appel.
Tu as fui tes responsabilités. Non, non, mais t'inquiète Complètement. pas. Bah écoute, je te propose de commencer parce que donc nous sommes là principalement pour animer, Ouais, mais pas forcément pour te couper la parole tout le temps. Donc vas-y, n'hésite pas. ça marche. Bah, je vais attaquer. Donc, du coup, ce soir, on va parler enfin, je vais vous parler de hand tracking. Le format que j'ai choisi pour ce soir, ça va être de faire un format répondre à des questions, parce que j'ai trouvé ça plus sympa, parce que c'est pas forcément un sujet qui est aussi connu que la réalité virtuelle. Parce que voilà, maintenant la VR, ça commence à être un petit peu rentré dans les mœurs, on en voit un petit peu plus de partout et c'est plus naturel. Le hand tracking, pas encore forcément. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partir de quelques questions comme ça comme Mhm. point de départ, on va dire, pour commencer à répondre plus précisément à ces questions, pour que potentiellement ça génère des nouvelles questions et qu'on puisse discuter autour de tout ça. Ouais, tout Donc, à j'ai fait. prévu une série de questions de base, auxquelles Ok, je donc vais répondre avec des jolis slides. Et sinon, on pourra passer un petit peu de temps entre ou après pour répondre à des questions supplémentaires qui viennent au fil. ça marche. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués du stream, bien évidemment, n'hésitez pas à poser des questions en direct. En fait, on est là, du coup, pour animer un petit peu ce meet-up, mais aussi remonter en fait remonter vos questions. Et voilà. Et comme ça, le but c'est d'échanger du coup avec l'expert tech. Donc, allez-y, lâchez-vous sur vos questions. Moi, j'en ai une première du coup. Est-ce que le hand tracking ça fonctionne? Question piège. Est-ce que ça marche en vrai? Bah oui, ça marche. Ah, Après, bonne heureusement, sinon réponse. on n'en parlerait pas. Euh, Effectivement, ça marche. Après, il y a différents algorithmes de reconnaissance du hand tracking. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ils vont dire qu'il y a des façons qui sont plus ou moins efficaces de Mhm. faire fonctionner ça. Ça va de mieux en mieux. On est vraiment en train d'améliorer le fonctionnement des systèmes qui sont à disposition. Je vais en reparler juste après. En Ok. fait, ça va être ma première question. C'est le hand tracking, c'est quoi exactement? Donc, tant pis, je vais commencer d'y répondre maintenant. Vas-y. Ouais, il y a différentes façons de faire en fait, et au fil du temps, on a trouvé différentes façons de faire plus ou moins optimisées pour faire de la prédiction, entre autres. Parce que D'accord. il y a plusieurs composantes qui viennent en jeu. Et surtout sur ces derniers mois, années, il y a vraiment un bond en avant pour tout ce qui concerne la prédiction, c'est-à-dire pas juste se contenter d'analyser ce qu'on voit pour reconstruire un squelette de la main, mais vraiment Mhm. aller plus loin et anticiper là où vont être les doigts. Typiquement, quand vous avez la main qui est masquée comme ça, vous n'allez pas voir les doigts qui sont masqués, mais il va Tout falloir à quand fait. même continuer de les traquer, continuer d'anticiper leur position. Et c'est surtout sur ce point-là qu'on est en train de faire des grosses avancées en ce moment. D'accord. Donc Ok, oui, du ça coup, ça marche. marche bien. Donc beaucoup effectivement de prédictions, exactement comme un capteur finalement, exactement comme pour les capteurs, notamment ceux les manettes, hein, alors j'en ai pas là sous la main, mais Oculus Quest 2 par exemple, pour ne Oui. citer que, ou les casques Windows MR effectivement, hein, quand vous allez Mhm. les mettre, par exemple derrière votre dos, elles ne sont forcément plus traquées par les caméras du casque et du coup là il y a 2 manières de faire. La première c'est le gyroscope et l'accéléromètre. Mhm. Forcément, et doublé en fait d'un capteur de prédiction, enfin doublé d'un algo de prédiction pour bien détecter les mouvements, quoi. Ok, donc c'est le même C'est ça. principe. C'est ça. Ça marche. Voilà, donc du coup, pour revenir aux questions que je vous ai préparées, donc j'en ai préparé quelques-unes. J'en ai préparé, je sais plus le compte, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Non, il y a Enfin, une deuxième du coup, slide derrière. ok, ça marche. Donc la première question, on va revenir sur qu'est-ce que c'est que le hand tracking exactement. J'ai déjà commencé de spoiler un petit peu le sujet, mais on va revenir dessus. Ensuite, il y a la seconde question, c'est en quoi c'est révolutionnaire et ça va apporter quelque chose de nouveau. Voilà, parce que c'est quand même une question assez intéressante. Il suffit pas d'avoir une nouvelle techno pour se dire ah c'est chouette. Oui, Qu'est-ce qu'on peut en faire réellement et qu'est-ce que ça peut apporter ça, d'intéressant. quels sont les usages? Ouais, tout à fait, hein. Voilà. Ensuite, deux questions. Là, c'est plus sur la mise en place d'applications. Donc, est-ce qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire quand on veut utiliser du hand tracking dans une application? Voilà. Mhm. Parce que voilà, il y a des Très choses qu'il important. faut faire, il y a des choses qu'il faut pas faire, il y a des questions qu'il faut se poser. Et malheureusement, on ne se les pose pas assez. Ensuite, il y a une autre question que je trouve intéressante, c'est la différence entre une application, on va dire, flat, qu'on peut utiliser sur un PC avec un écran un peu plus classique, et une application en réalité virtuelle avec du hand tracking. Parce qu'il y a quand même une différence fondamentale entre ces deux genres d'applications. Et c'est important, encore une fois, de se poser cette question-là pour bien concevoir son application. Tout à fait. Enfin, je vais vous parler
plus d'une problématique un petit peu plus technique, c'est voilà, quel genre de difficulté on peut rencontrer quand on développe une application avec du hand tracking. Ouais. Alors pour le coup, c'est assez commun avec le fait de développer une application juste avec de la réalité virtuelle, enfin juste entre guillemets, parce que c'est pas si simple que ça. Mais voilà, parler un petit peu du genre de problématique qu'il y a et de comment nous on procède à HauteurTech pour réduire un petit peu ces freins et ces difficultés. Et voilà. Et après, du coup, si vous avez des questions entre-temps, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Ça marche. Voilà, Pas de souci. voilà pour le programme. Ok, et ben impeccable. Et ben allez, lançons-nous dans le grand Nickel. bain. Et on commence du coup, si j'ai bonne mémoire, avec la question qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le hand Yes, alors tracking? du coup dans mes slides j'avais juste prévu de me présenter à ce moment-là, donc je vais juste repasser Ah rapidement. oui, bien sûr. Donc mais c'est pas grave, on fait tout dans le désordre, ça me dérange pas, je m'adapte. Donc voilà, donc je suis le fondateur de HauteurTech, donc on développe des applications en réalité virtuelle et augmentée pour du B2B. Donc ça c'est mon activité principale. Et à côté de ça, je m'amuse entre guillemets à enseigner à tout plein d'élèves avides de connaissances tout ce qui concerne la programmation C# et l'utilisation du moteur Unity. Donc je suis enseignant régulier à Bellecour École. Je donne des cours un jour par semaine environ, à peu près. Oui, c'est ça. Oui, donc régulier. Entre 6 et 8 heures par semaine. D'accord. Et j'interviens de manière plus ponctuelle dans d'autres écoles. Alors de tête, Innove sur un module de réalité augmentée, l'Université de Savoie sur un module de réalité virtuelle et réalité augmentée aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et l'Université Claude Bernard sur un module plutôt Unity classique. Donc j'interviens dans plein d'écoles comme ça. Qu'on salue au passage. Ça me permet ouais, voilà, je fais leur promo. Voilà, c'est cool. Merci de me faire intervenir chez vous. Ce que je trouve génial avec ça, en fait, c'est que on n'a pas idée Enfin, je suis toujours très surpris des idées d'utilisation qu'ont les élèves de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. C'est toujours super intéressant de voir des idées d'usage qui peuvent émerger de tout ça. Alors généralement, c'est pas forcément très très abouti, mais je trouve qu'il y a une fraîcheur dans l'approche qui est très intéressante. Et c'est pour ça que j'aime bien donner des cours, c'est pour vraiment me rapprocher du tout début quand on découvre un domaine et qu'on est en mode découverte où on expérimente des choses. Parce que c'est un petit peu le problème quand on est dans un domaine d'activité pendant très longtemps et qu'on se pose pas cette question-là. En fait, on s'ancre dans ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent et on se remet pas en question. Et du coup, je trouve ça vachement intéressant. Ouais. Bref, je ferme cette parenthèse. Oui. Quels sont comme ça, juste pour aiguiser un petit peu ma curiosité, quels sont les use cases du coup les plus improbables auxquels par exemple tu n'aurais pas pensé et sur lesquels un élève comme ça t'a dit ah bah tiens je viens de découvrir la VR, on pourrait faire ça quoi. Alors pour le coup, ceux qui m'ont le plus surpris, c'est l'Université de Savoie, c'est un module transmédia, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément développeurs à la base, ils sont plus sur la communication transmédia. Et alors pour le coup, c'est pas un usage vraiment, on va dire, qui a une utilité très... Qui pourrait être utilisé d'un point de vue commercial, je veux dire, mais il y a une belle approche artistique pour tout ce qui est de mélanger les différents médias entre la réalité virtuelle et ce qu'on voit. Donc par exemple, il y en a un qui a proposé une application en réalité augmentée qui prend en compte les messages Twitter ou ce genre de choses et qui font qu'en fait, justement pour parler du harcèlement et de faire que quand on se déplace en réalité augmentée, en fait, il y aura tous les messages qui viennent s'agglutiner autour de soi et qu'on se sente oppressé. Voilà, par exemple, le genre d'usage qui est plutôt intéressant. Ou encore le fait de faire une œuvre artistique en réalité virtuelle et d'avoir en parallèle un autre système qui va faire du body tracking et de se servir de ça pour venir interagir sur le système, casser des choses, les reconstruire, etc. Donc il y a plein d'approches assez intéressantes comme ça qui sont plutôt chouettes. En effet. C'est rafraîchissant. Ah, carrément. Bien joué à eux pour les idées. C'est cool. Ouais, franchement, et pour le coup, vu qu'ils n'avaient pas de background de programmation, je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien débrouillés. Ça marche. Donc voilà, et je suis également co-organisateur des meet-up XVR Aura et Unity Lyon. Donc XVR Aura, c'est un rassemblement principalement de professionnels autour de la réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc en ce moment, c'est un petit peu compliqué, voilà, pour des révisions évidentes. Et le meet-up Unity Lyon, même combat, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Et du coup, on n'a rien pu organiser depuis un petit moment. Mais on va relancer ça, je pense, en 2021. Voilà. Ça marche.
Fini pour la petite présentation. Alors, on va revenir sur la première question. Donc, le hand tracking, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, on en a déjà un petit peu parlé. En fait, ça va être le fait de détecter la position des mains. Voilà. Ça va être d'avoir tout simplement une caméra qui va venir filmer vos mains. On va venir analyser chacune des images de la caméra et via différents algorithmes, on va arriver à détecter la position de la main dans l'espace et des mains dans l'espace pour venir reconstituer un squelette qui va venir représenter chacune des articulations de votre main en fait. Et ensuite, chacun des points de ce squelette, on va pouvoir les récupérer dans notre application pour venir s'en servir. Par exemple, représenter une main virtuelle ou s'en servir pour appuyer sur des trucs, etc. Donc ça, c'est vraiment le principe de base. Donc comme je le disais en introduction, là où on a vraiment eu une grosse évolution ces derniers temps, ça va être sur la partie algorithmique pour ce qui est de l'analyse de la prédiction. Parce que voilà, si on masque la main, du coup, l'algorithme, il ne voit plus rien, il n'analyse plus rien, donc pour lui, il n'y a plus d'informations. Et du coup, on commence à vraiment arriver sur des niveaux de précision qui permettent d'avoir une utilisation vraiment fine et précise du hand tracking. Et ça, c'est chouette. Carrément. J'aimerais vous parler d'une personne qui est... je vais pas dire une divinité, mais ce mec est très bon. Voilà. C'est une référence. Voilà. C'est un Suisse, non? C'est un certain Suisse, effectivement. Je pense que tous ceux qui s'intéressent un petit peu en tracking ont vu ses vidéos passer sur LinkedIn ou autre. Tout à fait. Ce mec-là, j'ai l'impression que depuis le premier confinement, il s'est dit « Hey, je vais faire du hand tracking » et il a développé des trucs absolument fous. Du genre des trucs comme ça. Parce que voilà, caresser un chat en réalité augmentée, c'est quand même... Enfin, en réalité virtuelle avec du hand tracking, c'est quand même super cool. Ouais. Pourquoi pas? Bah voilà, il l'a fait. Donc il a développé tout un système autour de ça. D'ailleurs, vous pouvez télécharger gratuitement son hand tracking lab pour pouvoir tester tout ça. Ouais, Il sur a vraiment SideQuest. pensé à pas mal. Voilà, si vous pouvez l'installer via SideQuest. Honnêtement, c'est assez impressionnant. C'est assez ouf ce qu'il fait. Donc on peut avoir des interactions qui sont assez folles au niveau de l'appréhension et tout ça. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. Après, on va peut-être le citer du coup, parce qu'on en parlait. On a teasé en disant qu'il est suisse, donc il s'appelle Denis Kennert. Denis Kennert, ouais, c'est ça. Voilà. Et qui bosse pour Holonautic, du coup, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Et voilà. Ok, ça marche. Non, c'était juste pour le citer, si vous voulez le retrouver effectivement dans les réseaux. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Après, on pourrait se dire, ça a l'air trop génial et tout ça. Le hand tracking, ça pose quand même quelques problématiques. Typiquement, si vous avez des animaux chez vous, ça peut être compliqué. Voilà. Mais ça reste quand même un problème à la marge. Pourquoi est-ce que si tu as des animaux chez toi, le hand tracking est plus compliqué? Bah, si tu as un chien qui aime jouer, typiquement, voilà, il risque d'essayer de t'empêcher d'utiliser ton application. Ah oui, en te chopant la main, je du le coup. montre. Après, est-ce que beaucoup plus qu'avec des contrôleurs classiques? Pas sûr. Pas sûr. Je pense que si tu as un husky un peu comme ça, à mon avis, il viendra te chauffer quoi qu'il arrive. Ouais, c'est pas faux. C'était plus pour la blague. Dardiver qui nous dit, et les sapins de Noël. Non, alors les sapins de Noël, on en parlera pour les news, mais effectivement, le hand tracking, tu vas pouvoir nous le dire, effectivement. On sait maintenant que ça perturbe un petit peu les trackers, hein, forcément, le tracking infrarouge, du coup, de l'Oculus Quest 2, en tout cas que ça peut perturber. Ouais. Le hand tracking, est-ce qu'il subit ça? Non, parce que finalement, c'est une reconnaissance pure et dure de la main. En fait, ça va pas utiliser de l'infrarouge, ça va faire de la reconnaissance d'image. Donc, a priori, je serais tenté de dire que non. Après, ça va dépendre du niveau de luminosité des sources de lumière, parce que forcément, la caméra, elle va avoir un certain degré de détection de la lumière. Si tu as des grosses sources de lumière qui sont à côté, du coup, tu as un énorme contraste et peut-être que la caméra, elle va plus essayer d'arriver à détecter la lumière que ta main. Donc du coup, potentiellement, à ce moment-là, ça peut poser des problèmes. Peut-être. Ça, pour le coup, c'est à confirmer. J'ai pas eu l'occasion de vérifier ça. Mais ça peut. Ça marche. Et clairement, les sapins de Noël, les guirlandes, c'est une catastrophe pour le tracking infrarouge. Ça, oui.
parce que Ouais. ça vient polluer tous les trackers qui sont en mode mais je comprends pas, il y a des contrôleurs de partout. Où est-ce qu'ils sont Ouais. Voilà. C'est Donc, c'est ça, c'est qu'on balancera effectivement la news, on balancera la news du coup, justement sur l'émission juste après, du coup, qui est une émission dédiée à ça, hein, dédiée aux news de façon hebdomadaire. Et oui, oui, on s'est rendu compte de ça avec John Karma qui était très gentil de poster un tweet et de dire que potentiellement il pourrait corriger le problème pour éviter que les gens comme ça Mm. se focalisent un peu trop dessus. Tout à fait. Yep. Donc voilà pour ce que c'est que le hand tracking. Donc du coup, à quoi ça va nous servir? Ça va nous permettre d'interagir avec les applications d'une manière différente. Alors, avec une application classique, on va utiliser notre clavier, notre souris, peut-être une manette. Avec une application en réalité virtuelle, on va utiliser des contrôleurs, quels qu'ils soient, par exemple contrôleur de Quest 2, là, voilà. Et l'avantage du hand tracking, c'est qu'on va pouvoir utiliser ça du coup sans contrôleur. Ce qui nous amène du Yes. coup à la seconde question, c'est qu'est-ce que ça a de révolutionnaire? Et je viens littéralement de vous spoiler le contenu, ça va être au niveau des interactions en fait. Parce Ouais. que jusqu'à présent, depuis les tout débuts de l'informatique, la grosse problématique, ça a été de comment faire en sorte de pouvoir communiquer, comment faire en sorte que le pauvre petit être humain que nous sommes puisse communiquer avec la machine pour lui dire de faire ce qu'on a envie qu'elle fasse. Ce qu'on appelle l'interface homme-machine. Donc on a développé tout plein d'outils et sur ces 20 dernières années, on a un petit peu stagné en mode le clavier c'est bien, la souris c'est bien. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur la partie ergonomie, interaction avec ces outils-là, mais c'est quand même assez limitant. Parce qu'on a quand même l'obligation d'apprendre à utiliser une souris, il faut apprendre à utiliser un clavier, il faut apprendre à taper au clavier, il faut apprendre des raccourcis, il faut apprendre tout plein de choses. Ouais. Ça, ça reste quand même un certain frein. On s'en rend pas compte, mais effectivement, croiser une personne de 60 ans à l'heure actuelle qui n'a pas Exactement. baigné dedans depuis le début, il va vous dire que c'est Exactement. compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait tellement partie de notre quotidien qu'on n'y pense plus, mais en fait, ça reste quand même, ça demande un travail de fond, en fait, pour arriver à un niveau d'usage qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Enfin, moi, je vois, ça doit faire peut-être 25 ans que j'utilise des ordinateurs. Voilà, je me pose même plus la question de ce que c'est qu'une touche. Enfin, voilà, il y a des trucs qui paraissent tellement évidents maintenant, mais au final, ça n'est pas tant que ça. Ouais, le côté intuitif. Le hand tracking, oui, voilà, c'est ça. Et là où le hand tracking apporte vraiment quelque chose d'intéressant, c'est que du coup, il n'y a plus du tout de contrôleur. Les contrôleurs, c'est vos mains. Et pour le coup, vos mains, vous les utilisez depuis que vous êtes né, donc vous savez faire des choses avec. Enfin, en tout cas, j'espère. En Sinon, théorie. c'est un peu compliqué. En théorie. Et du coup, le fait de venir interagir avec les applications avec ses mains, c'est tout de suite beaucoup plus naturel. Et ça vient beaucoup plus naturellement. Ok. Donc voilà ce que ça a de révolutionnaire. Et pour le coup, à mon sens en tout cas. Et pour le coup, tu as tout à fait raison en disant que ouais, on a l'habitude du clavier et de la souris, enfin pour ceux qui pratiquent un peu. Mais est-ce que justement pour ce genre de public-là qui est habitué à la tech, on n'a pas un problème avec le hand tracking, dans le sens où on est tellement habitué à avoir des interfaces entre les mains, clavier, souris, contrôleur, que quand on revient sur du hand tracking, presque on va chercher, je sais pas, un bouton de téléportation, une touche pour ouvrir un menu ou pas. Alors oui, et je dirais que je pense que j'y réponds dans une de mes questions un petit peu plus tard, concernant les interactions. Donc j'y répondrai, garde ta question, j'y répondrai un petit peu plus tard, et puis si j'ai pas répondu, tu me reposeras la question. Ça fait le teasing, d'accord. Exactement. Du coup, restez connectés. Oui, clairement. En fait, comme on a été formaté à utiliser une certaine interface, on va essayer de retrouver des points de repère dès qu'on va utiliser une nouvelle technologie. Et pour le coup, ça fait une excellente transition avec la question suivante, donc je vais y sauter tout de suite. C'est est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire? Et en fait, du fait qu'on a grandi, évolué avec le même genre d'outils, un écran, un clavier, une souris, on va avoir tendance à vouloir reproduire tout ce qu'on a vu au niveau de l'interface, au niveau de la prise en main. Et pour le coup, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que vous avez une application existante, vous voulez la transformer pour utiliser une autre technologie comme de la réalité virtuelle ou du hand tracking. Le premier réflexe, c'est de se dire comment est-ce qu'on va faire pour prendre l'existant et le transcrire pour utiliser ces nouvelles interactions. Ouais. Il ne faut surtout pas faire ça. Non. C'est un réflexe qu'on va avoir, et en fait c'est une terrible erreur, parce que en fait on va tomber exactement dans le non-design en fait. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des
des contournements improbables pour arriver à faire en sorte qu'avec le nouveau contrôleur, on puisse utiliser l'application. Et dans 99% des cas, pour pas dire 100% des cas, eh ben, ça sera pas ergonomique du tout. Mais Ouais, genre tout à fait. du tout. Est-ce qu'on a déjà un guide de bonne pratique, notamment sur de l'UX, donc l'UX, le User Experience, en hand tracking ou pas, en hand tracking VR du coup, ou Alors justement c'est une c'est excellente à construire? question. Je pense que c'est encore à construire, à essayer. Je pense qu'il n'y a pas encore assez d'applications vraiment qui utilisent à fond et le hand tracking pour avoir suffisamment, on va dire d'échantillons. Je pense, à mon sens, que ça commence à arriver en réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on a quand Mhm. même quelques années dans le sac à dos avec des trucs qui marchent, des Qui trucs marche qui bien, marchent ouais. pas, surtout des trucs qui marchent pas. Ouais. Là, ça commence à être bien. Typiquement, voilà, Half-Life Alyx, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, c'est ça, en termes Donc, d'ergonomie, on a passé un cap donc effectivement avec ce genre de jeu. Ouais. Alors, on nous dit, c'est est-ce que tu as ça. des exemples connus de transcription justement qui seraient entre guillemets mauvaises, enfin du moins de transcription qu'on aurait pu faire telle quelle en hand tracking? Euh, qu'on aurait pu faire, c'est-à-dire Bah, du coup, je vois pas le chat. de mauvaises expériences en fait de hand tracking typiquement ou sur lequel on aurait utilisé le hand tracking. On utilise enfin, justement les anciennes interfaces et du coup qui seraient mauvaises. Bah, ça serait par exemple de se dire qu'on a une application qui va gérer pas mal de données. Donc on va avoir par exemple des listes, des champs, des trucs comme ça. Mhm. Parce que bah, c'est généralement ce qu'on fait quand on gère de la donnée. Et de se dire, bah, on va prendre l'interface et on va la mettre en 3D devant soi. Et genre, il va falloir, je sais pas, appuyer sur des champs, faire des choses comme ça, mettre un clavier Ouais. virtuel ou encore faut pointer des choses. Certes, ça peut marcher, mais il y a peut-être un truc à faire, peut-être au niveau de comment on va représenter l'information. Tout à fait, c'est Et pas du tout c'est optimal. justement. Non, voilà, c'est pas du tout optimal. En fait, c'est vraiment se dire, on reprend exactement l'existant et on essaye de l'adapter pour pouvoir l'utiliser d'une manière différente. Et typiquement, ça, c'est ce qu'on a eu au tout début de la réalité virtuelle. C'est on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on fait pour utiliser une interface graphique en réalité virtuelle? Eh ben, on va prendre un contrôleur, on va faire un pointeur comme si c'était une souris. Alors, Mhm. ça marche, hein, mais en soi, c'est pas exceptionnel, quoi. Ah, c'est pas ergo. Non, Et et puis il manque un truc. Ouais. Et voilà, ça paraît pas naturel. Alors que ce qu'on a envie de faire, typiquement, c'est plus quelque chose comme ce qu'on peut retrouver dans Rec Room et de se dire que bah, on a un bouton, bah, on va vouloir appuyer dessus tout simplement avec sa main. Mhm. Ça, c'est Ouais, beaucoup plus complètement. naturel. Et du coup, tu as complètement raison, Hulbobo. Du coup, hein, c'est à peu près effectivement toutes les applications de bureau virtuel en ce moment qui sont un petit peu anti-pattern d'un point de vue UX, purement et simplement, quoi. C'est ça. Donc, bah, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est juste se contenter de se dire, bah, on a une application, on va utiliser une nouvelle techno, parce que ça marchera pas. Enfin, techniquement, vous pouvez arriver à quelque chose de Ouais. fonctionnel, mais d'un point de vue expérience utilisateur, ça va pas casser trois pattes à un canard. Ce qui amène du coup à la seconde question, c'est à la place, bah, qu'est-ce que je suis en train de me rendre compte que je me suis raté dans ce type de slide. Ah. Ok, c'est pas grave. En tout cas, la question, c'est du coup comment on fait Ouais. et quelle est la meilleure X, Bah, quoi, du coup. Voilà, c'est ça. En fait, il faut réimaginer comment est-ce qu'on va interagir avec son application. Et c'est dur. C'est dur parce que bah, typiquement pour la réalité augmentée, il n'y a pas encore. La réalité augmentée, le hand tracking, il n'y a pas de standard encore, même si voilà, pour la VR, ça commence à arriver petit à petit. Mais en fait, il faut se dire, bah, voilà, qu'est-ce que j'ai comme information, qu'est-ce que j'ai comme contrôle, et comment est-ce que je peux faire pour manipuler ces informations. Et en fait, c'est Bien sûr. vraiment la question, c'est comment est-ce que je vais manipuler mes informations. Et il faut remettre en fait l'expérience utilisateur au centre de la conception et pas se contenter de s'appuyer sur les 20-30 dernières années qu'on a sur de la conception d'applications plus classiques, parce que ça marche pas, tout simplement. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est très compliqué à appréhender parce qu'on se dit non, mais c'est évident, et en fait, ça l'est pas du tout. Parce que c'est vraiment une autre façon d'utiliser les applications. Et du coup, quand tu dis il n'y a pas encore de standard, est-ce que ça serait pas le moment d'essayer Ou alors est-ce que tu penses typiquement qu'on n'a pas encore assez de recul pour créer ce standard? Ou est-ce que au bout d'un moment, ça serait bien de se fédérer entre pros et de se poser un peu la question de fond en Alors, comble sur le hand tracking? je pense que aujourd'hui, on a encore trop peu de recul. Comme je disais, Ouais. tout à l'heure, il y a encore assez quantitativement peu d'applications qui utilisent vraiment le hand tracking de manière très poussée.
Donc Mmh. je pense que c'est un petit peu tôt pour prendre des conclusions. Par contre, se retrouver autour d'une table pour, se poser les questions, oui, ça clairement. Donc il y a plein de Ouais, petites c'est idées ça. qui émergent petit à petit, et qui commencent à se standardiser, un petit peu comme pour la réalité virtuelle tout simplement. Et à mon avis, tant qu'il n'y aura pas une application, on va dire, phare, un petit peu comme le Half-Life Alyx, de la VR, mais qui utilise le hand tracking, je pense qu'on va encore tâtonner un petit peu avant d'arriver à quelque chose qui soit vraiment en mode, bah, on peut se baser là-dessus, ça marche et on se pose pas plus de questions, quoi. Ouais, Mais pour ouais, l'instant, bien on est sûr encore dans une phase vraiment d'expérimentation, je pense. et de réflexion. Tout à fait. C'est ça. Donc il faut essayer des choses. Il faut se poser des questions Faire des POC, comme on dit dans le et milieu, faire en des tout cas, POC. faire des proof of concept, à balle, pour vos clients, pour des salons, voilà, essayer de démocratiser comme ça le côté. Parce que c'est vrai que de toute façon, enfin moi, si on se place vraiment d'un point de vue purement professionnel, pour, avoir notamment une application là en cours de développement, mettre dans les mains des contrôleurs, aussi intuitifs soient-ils, hein, pour nous, gamers, les contrôleurs de l'Oculus Quest 2, bah, typiquement, si vous avez quelqu'un qui n'a jamais tenu de sa vie une manette, Mmh. bah, c'est l'horreur. Et d'autant plus l'horreur que si vous voulez un minimum de réalisme, c'est-à-dire avoir des mains et pas voir en fait vos manettes directement dans l'application, bah là pour le coup, la personne ne voit ni les boutons, ni les gâchettes, et vous les perdez, mais alors complètement quoi. Mmh. Ah beh, complètement, hein, c'est vrai que encore une fois, c'est en fait, c'est de l'expérience acquise que l'on a parce qu'on a pris l'habitude d'utiliser, des Ouais, c'est manettes ça. comme ça. Et en fait, quand on regarde la conception d'une manette d'Oculus Touch, en fait, si on regarde le format, en fait, c'est le layout de boutons qu'on a sur quasiment, enfin des manettes qu'on utilise depuis Toutes les 15 ans. manettes, ouais. Donc du coup, si on a un petit peu joué, bah, paf, on met les doigts et puis en tant que gamer, on trouve tout de suite les boutons, on se pose même pas de questions. Pour quelqu'un qui l'a jamais utilisé, bah, en fait, ah bah, c'est quoi? C'est un bouton, on va lui dire: «Appuie sur ton index» et puis il va mettre l'index on sait pas trop où et puis là, on va pas comprendre parce que, bah, voilà, ils ont pas les références, quoi. Ouais, c'est ça. Alors Nardiner, on garde ta question pour un peu plus tard, mais elle est super importante. Enfin, super intéressante en tout cas. Je te la donnerai après, Alex, t'inquiète pas. C'est juste pour prévenir le chat. Ça marche, ça marche. Donc du coup, je me suis gouré, j'ai un problème, j'ai cette slide qui est arrivée un petit peu trop tôt, donc on arrivait sur du coup, la nouvelle question, bah, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Donc j'ai Yes. déjà donné un bout de réponse. Et en fait, ce qu'il faut, bah, c'est, remettre en fait l'expérience utilisateur au cœur de la conception et pas juste se dire: «Bah, j'ai besoin de faire une application». Il faut aussi se demander: «Bah, comment est-ce que je vais pouvoir interagir avec?» Pas juste se dire: «Bah, on va mettre un bouton, on va pouvoir cliquer dessus» et cetera. Non, il va falloir faire un travail supplémentaire sur lequel on va se poser les questions. Et il faut, trouver un moyen, donc là, c'est vraiment de l'expérimental et il va falloir essayer des choses. C'est comment faire en sorte de pouvoir vraiment mettre en avant l'usage du hand tracking dans l'application et pas juste, balancer ça comme une feature supplémentaire en mode: «Hey, on a rajouté le hand tracking, trop cool». Mais vraiment Ouais, bien sûr. vraiment, penser ça au cœur du fonctionnement avec, bah, typiquement, le fait que, bah, comme on n'a pas de contrôleur, c'est plus facile à prendre en main, sans jeu de mots. Parce qu'on va pas avoir Forcément. de contrôleur, on va pas avoir besoin d'appuyer sur des boutons et de justement, se focaliser sur le fait que, bah, par exemple, si on ferme le poing et qu'on pointe du doigt, bah, on va pouvoir venir appuyer sur des choses. Ça, Mmh. physiquement, c'est compréhensible. Si on l'explique à quelqu'un, il peut le faire. Il y a pas besoin de lui dire: «Mets ton doigt là, mets ton doigt là» et cetera. Et du coup, ça permet de créer Complètement. des interactions beaucoup plus intuitives. Et Et l'autre élément qui me paraît pour moi, assez important, c'est, l'utilisation de l'espace 3D. Puisque, pendant des années, on s'est habitué à utiliser des applications, sur un écran plat, en fait. Alors qu'en fait, dès qu'on commence à travailler en réalité virtuelle, avec du hand tracking ou pas pour le coup, en fait, on a un espace à 360°. Ça, c'est un truc qui commence à arriver un petit peu avec les applications de bureaux virtuels où ils sont, en train de balancer ça comme profiter un de cet argument espace. commercial en mode: «Hey, vous pouvez avoir 150 écrans, comme dans Matrix». Oui, c'est un début de réponse, c'est un bon début de réponse, mais si on imagine vraiment une application, où on met ça au cœur du concept, le fait de se dire: «Bah, on peut attraper des choses, on peut les mettre un petit peu où on veut autour de nous», bah, on peut utiliser ça pour, créer une expérience, différente et changer la façon dont on va pouvoir interagir avec l'application. Forcément, Et ouais. ça, c'est important de se poser la question dès le départ parce que ça a un impact, assez conséquent sur la façon dont on va, structurer l'application. Et à ton Yes. avis, est-ce qu'on pourrait, justement pour pouvoir faire des conceptions centrées utilisateurs et travailler vraiment sur, l'ergonomie des interfaces, la spatialisation de l'info et toute ta séquence en fait, hem,
Est-ce que si on essayait de nouvelles méthodes de prototypage d'applications, par exemple directement de prototyper un environnement dans le casque, ça pourrait être quelque chose d'intéressant ou pas? Alors oui, je pense qu'à terme, concevoir les applications en réalité virtuelle, ça va devenir incontournable. Mm. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que sur un bout de papier ou un truc plat, c'est très difficile de représenter la 3D. Et le fait d'être effectivement immergé en 3D et de pouvoir, je sais pas, faire genre du wireframing en VR, en mode Ouais. voilà, on va poser des éléments comme ça pour mettre le casque et se rendre compte physiquement de ce que ça représente. Je pense que ça va devenir quasi indispensable pour des applications, on va dire, de haute envergure. Parce que typiquement, tout le monde ne fait pas du wireframing pour ses sites web, pour ses applications. N'empêche que les Déjà. gens Ouais. qui utilisent ça aujourd'hui, ils font ça parce qu'ils ont un fort besoin en termes d'expérience utilisateur. Donc je pense que ça va arriver. Toute la partie vraiment outillage de production et de conception en réalité virtuelle, je pense que ça va vraiment prendre de l'ampleur au fil du temps. Justement pour profiter de cet espace de réalité virtuelle pour se rendre physiquement compte de ce qu'on est en train de faire en fait. Parce que Hmm. on peut juste pas concevoir. On peut imaginer, mais c'est très difficile de se rendre compte. Typiquement, voilà l'échelle, l'échelle des choses. euh, le fait d'être à côté d'un Bien sûr. objet et de physiquement se rendre compte de l'échelle, bah, ça va avoir un impact sur l'expérience. Voilà, typiquement, c'est tout plein de petites choses comme ça qui vont permettre de rajouter beaucoup plus de finesse dans la conception. Ok. Et du coup, moi j'ai deux questions par rapport à ça. Alors la première, je pense elle m'étonnera toujours. Enfin, je vais la poser telle quelle. Ça donne pas lieu à un vrai métier, ça, entre guillemets, à un métier entre guillemets unique qu'on pourrait appeler UX 3D, par exemple. Est-ce que, est-ce, Oui. est-ce que dans les années à venir, du coup, est-ce que c'est pas de base, est-ce qu'on peut pas prédire que ces métiers-là, du coup, auront justement de l'avenir et des choses comme ça? Je dis ça pour les personnes qui nous écoutent, qui par exemple seraient en reconversion de métier, enfin voilà, vous voudrez changer de métier ou tout simplement en études. Est-ce que c'est pas une solution? Est-ce que c'est pas un métier d'avenir? Est-ce que c'est pas, enfin voilà. Quel est ton, Alors ton oui, ressenti par rapport à ça? clairement oui, puisque bah, construire l'expérience utilisateur d'une application qui est complexe, ça demande pas mal de réflexion Ouais. autour de bah, tout ce qui est expérience utilisateur. Et ce sont des compétences qui sont déjà très très spécifiques. Je pense que on va dire, dans ce job-là, à mon avis, il y a effectivement une sous-catégorie qui va apparaître, qui va être effectivement le design en réalité virtuelle ou à 360. Mhm. Parce que ça pose, pour moi, ça va être vraiment une spécialisation D'accord. de ce domaine d'activité-là. Puisque, en fait, ça va être les mêmes questions qu'il faut se poser, ça va être les mêmes problématiques, sauf qu'au lieu de les appliquer sur un truc comme ça, il va falloir les appliquer à 360 degrés. Donc il va falloir utiliser tout ce qui concerne le UX design classique, mais en plus rajouter toute la partie perception 3D. Bien sûr. Ouais. Donc clairement, je pense que c'est possible que ça se développe. Après, pour tout ce qui est UX, déjà aujourd'hui, il n'y a pas énormément de gens qui utilisent ces Oui. compétences-là. Donc ça Oui, c'est reste très quand même un compliqué. truc assez niché. Et je pense que pour la réalité virtuelle, ça va être encore plus niché. Ouais, bah, par niché, oui, enfin, c'est pas vraiment niché, hein, c'est-à-dire que tout le monde l'utilise, hein, dans la tech, hein. L'UX, Ouais. on a que ce mot-là, hein, donc c'est tout sauf une niche. Par contre, effectivement, Et la plupart de je ceux veux qui dire, vendent de l'UX ne savent même pas ce que c'est, en fait. voilà, Et c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde est obligé d'en faire. Et c'est ça. aujourd'hui, tout le monde fait ça un petit peu en mode bricolage. On a essayé ça, ça marche, voilà, Ouais, sans ouais. forcément trop se poser les questions fondamentales qui se cachent derrière. Et aujourd'hui, il y a assez peu de gens qui sont spécialisés dans l'UX design, alors qu'en fait, tout le monde en fait dès qu'on construit une application. Oui, Euh, pour la VR, je pense que ça va être le même cas. C'est-à-dire que tout le monde va être obligé d'en faire, va plus ou moins copier le voisin en mode ça marche, ça marche pas, on le fait pas. Mais des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans, je pense qu'il y en aura. Et à mon ouais, avis, ces gens-là, ils seront très réputés parce que faut quand même y aller pour être bon dans ce domaine. c'est Et ça, ouais. je pense qu'il y a assez peu de gens qui vont vraiment travailler spécifiquement sur cette partie-là, à mon avis. Hmm. En tout cas, moi, si j'avais un petit conseil à donner, effectivement, hein, et que justement l'UX vous tient à cœur et autres, regardez quand même du côté de cette spé, parce que du coup, justement, ouais, comme on l'a dit, hein, l'UX 2D, malheureusement, c'est complètement sous-évalué. La plupart du temps, c'est survendu, mais on n'en fait pas vraiment.
Parce que justement la 2D, on pense la maîtriser à mort et du coup, ce n'est pas Mmh. une obligation pour les entreprises de faire appel à des professionnels vraiment dédiés. Par contre, sur la Ouais. 3D, ils n'auront pas le choix. Donc voilà. En tout cas, je serais UX designer à l'heure actuelle. Vraiment, je me tournerais quand même pas mal sur la 3D. Merci à Antog 15 du coup pour le follow. Merci beaucoup. Ok, ça marche. Bon, bah, c'était mes 2 questions. Je te laisse continuer, Alex. Et juste Yes. une petite remarque sur l'UX, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, Mhm. mais il faut quand même préciser qu'une UX qui est pas top sur une interface 2D, on s'en sort, on arrive à faire fonctionner une appli. Alors Mmh. qu'une UX qui va vraiment pas être qui va être du même niveau, mais en VR ou en AR, on est Ah, c'est affreux. incapable de faire fonctionner le système, quoi. C'est Ouais, c'est affreux. ça. Les petits, Complètement. et c'est vraiment la cata. L'appli est, à mon avis, pas utilisable, pas vendable, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Non, je partage. Ouais. Entièrement Ok. d'accord aussi. Ah, c'est beau. On est tous les 3 d'accord. Magnifique. Incroyable. Heureusement, ce n'est pas une émission de débat, sinon on n'aurait pas eu de matière. Hein. Ok, Parfait. Alex, je te laisse continuer. Yes. Donc du coup, ça nous amène à la question suivante. Ça va être quelle est la différence fondamentale entre une application flat et une application en réalité virtuelle avec du hand tracking? On en a déjà un petit peu discuté. C'est toute cette question de l'expérience utilisateur et comment est-ce qu'on va manipuler les informations. Et Mhm. à ce sujet, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que grosso modo, là, il va y avoir 2 grosses différences. La première, on va passer de la 2D à la 3D. Donc bon, évidemment, ça paraît C'est bon. évident comme ça, mais ça l'est pas tant que ça. Et surtout, c'est surtout le second point qui est super important, c'est la perception des informations. Et ça, c'est un sujet qui est super intéressant parce que ça va bien au-delà de juste la réalité virtuelle, en fait. Ah oui, tout à fait. Et si C'est, je peux me permettre juste de oui, te couper 20 secondes aussi là-dessus, c'est aussi un corps yes, de métier qui existe, qui s'appelle oui, donc, même plus spécifiquement, carrément une façon effectivement de montrer les informations, ce qu'on appelle la data vise. Et alors là, pour le coup, je parlais de l'UX complètement sous-évalué, mais alors la data vise, voilà. C'est carrément repris au rang de BI, enfin je veux dire de stockage de données. Maintenant, c'est limite ça, alors que finalement, non, c'était vraiment dans la qu'est-ce qu'on fait des infos et comment et quelle perception on a des infos. c'est une chose d'arriver à récupérer des données, à les agréger. C'en est Ouais, une autre d'arriver à les présenter de manière utile et facile à comprendre. Ouais, c'est ça. c'est encore effectivement un métier de plus sous-évalué. Oh là là. Ah ouais, non, mais il y en a énormément hein, quand on regarde du côté de Mhm. l'IT, il y en a énormément. Donc ouais, donc cette perception des informations, c'est super intéressant parce que voilà, comme je disais, ça va bien au-delà de juste la réalité virtuelle. Et ce qu'il faut comprendre par rapport à cette perception-là, c'est qu'en fait, on va avoir la notion de distance. C'est que selon la distance qu'on a avec cette information, eh ben, notre cerveau ne va pas la traiter de la même manière. C'est aussi simple que ça. Ok. J'ai mon téléphone qui sonne, pardon. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est un côté sociologique en fait. C'est-à-dire qu'autour de nous, dans notre perception, on va avoir une zone qu'on appelle la zone sociale, qui est généralement la distance que l'on va garder avec les personnes qu'on connaît pas trop. C'est-à-dire que voilà, vous allez rencontrer Mhm. quelqu'un pour la première fois, bah, vous allez garder quand même une certaine distance avec cette personne. Mhm. Donc généralement, c'est aux alentours de 1m20, 1m30. Typiquement, Ouais, voilà, votre plombier ou une personne que vous venez de rencontrer. Donc c'est une distance, on va dire, de sécurité dans laquelle vous allez être à l'aise. Je suis sûr que vous avez déjà eu cette expérience-là d'avoir quelqu'un que vous connaissez depuis pas très longtemps ou que vous venez de rencontrer et qui se met très proche de vous et ça vous met dans une situation un petit peu, ça vous met mal à l'aise. Et ben c'est ah, c'est typiquement ça. ça. C'est vous avez quelqu'un qui vient de rentrer dans une zone à vous auquel vous n'avez pas forcément envie de donner accès à cette personne-là parce que vous ne la connaissez pas en fait. Votre espace vital. Voilà, c'est ça. Et en fait, on va avoir 3 zones autour de nous via lesquelles on va percevoir les informations différemment. Donc on a cette première zone qui est la zone sociale, donc c'est là qu'on accepte les gens avec qui on va vouloir communiquer de manière générale, qu'on ne connaît pas forcément. Mhm. Ensuite, un petit peu plus proche, on va avoir notre zone personnelle. Donc c'est là en fait où on va accepter les gens qu'on connaît bien, c'est-à-dire les proches, les connaissances, les collègues, etc. Donc c'est entre 50 cm et 1m20, c'est quand même relativement proche. Donc ça dénote une certaine confiance envers la personne parce qu'on se dit, bah voilà, on va accepter d'avoir quelqu'un qui est aussi proche de nous. Pour la Ok. référence, en fait, si on regarde 1m20, si quelqu'un essaie de vous poignarder, bah, vous avez le temps de vous enfuir. Dans la zone personnelle, si quelqu'un sort un couteau pour vous poignarder, voilà, vous êtes touché, quoi. Pour vous donner D'accord. une référence. Donc il y a vraiment un côté Donc, sociologique c'est de l'ordre de intéressant autour l'instinctif, de quoi. ça.
Voilà, c'est ça, c'est de l'ordre de l'instinctif, de l'instinct de préservation. Donc en fait, dans cette zone-là, on va accepter que des gens pour qui on a vraiment confiance, donc des gens qui sont assez proches. Et enfin, on a la dernière zone qui est la zone intime, c'est en dessous de 50 centimètres. C'est notre zone personnelle. C'est-à-dire on laisse rentrer personne à part les gens dont on est très 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 proche. Donc ça va être la famille, le partenaire et ainsi de suite. Mhm. Donc on a ces trois catégories en fait de zones. Et selon on va dire la position de cette information-là, eh ben, on va la percevoir différemment. Je vous donne un exemple. Vous avez un tsunami à l'autre bout du monde et vous avez un appel au don international. Bah, comme c'est au bout du monde, vous n'allez pas forcément être très touché par ça, à moins que ça soit un sujet qui soit important pour vous. Et vous allez vous dire, bah, ça ne me concerne pas, quoi. Pourquoi ? Parce que c'est une information qui va être loin par rapport à vous. Donc vous n'allez pas la prendre avec autant d'importance. À l'inverse, s'il y a un glissement de terrain dans votre quartier et que la maison de votre voisin avec qui vous êtes super potes et vous faites des barbecues tous les 2 jours pendant l'été, et que sa maison, suite à l'éboulement ou le glissement de terrain, s'est retrouvée 150 mètres plus bas, bah, vous allez être beaucoup plus prompt à essayer de mettre en place quelque chose pour lui ou aller lui filer un coup de main. Parce que ça va être une information qui va être beaucoup plus proche de vous. Et ça, typiquement, quand on va concevoir une application en réalité virtuelle, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Parce que selon le positionnement ou la distance des éléments, eh ben, on ne va pas interagir avec de la même manière. Ouais, on va pas naturellement il faut prendre en compte ce principe-là pour, au moment où on va concevoir l'expérience utilisateur, de se dire bah, où est-ce qu'on va mettre nos éléments selon le type d'information. Typiquement, voilà, on va se dire tout ce qui va être vraiment proche de nous, on va considérer ça comme quelque chose de personnel. Donc si on imagine une application sociale, ça serait par exemple votre profil, vos informations personnelles et ainsi de suite. Et si on voulait imaginer une application de ce type-là, on pourrait se dire qu'un petit peu plus loin, en plus gros, on pourrait avoir un écran qui serait peut-être un petit peu plus grand ou d'autres éléments qui vont être plus de l'ordre du social parce que c'est plus éloigné. Alors que si vous faisiez l'inverse, avec vos informations personnelles en gros quelque part et le social proche, eh ben, il y aurait une dissonance cognitive entre le type d'information et la projeter par rapport à vous. Ça, c'est un sujet que je trouve très très intéressant parce que c'est pas quelque chose dont on parle et pourtant c'est quand même vachement important. Ouais, bah, d'autant plus en 3D, ouais, effectivement. Voilà. Donc ça veut dire concrètement. Non, t'inquiète pas. Comment ça, plus un bruit ? On t'écoute tu vois, avec passion. Non, mais c'est intéressant. Nous, c'est quelque chose qu'on a effectivement beaucoup vu. Et cette histoire de distance sociale qui est vraie dans la vraie vie. Et c'est vrai que ton exemple du coup de poignard est vraiment parlant. Il est valable en VR aussi. Et quand on est proche de quelqu'un en VR, on a ce même ressenti. Quelqu'un qu'on ne connaît pas qui s'approche de nous, ça percute. Et d'ailleurs, si quelqu'un nous traverse en réalité virtuelle, ça fait vraiment bizarre pour le coup. La sensation est très désagréable. Mais par contre, ce que je savais pas, et c'est vraiment intéressant, c'est que sur l'information, c'est la même chose. Et en fait, l'exemple que tu donnes de cette donnée qui est proche, mais qu'on pourrait personnelle, qu'on va mettre loin et qui va, on va se dire, notre donnée nous échappe. Parce que moi, c'est ça que ça a tapé chez moi. Je trouvais ça assez intéressant. Mais en même temps, le fait de le savoir permet de donner un code de plus pour pouvoir jouer sur la conception. Typiquement, si on est sur une application sur la protection des données personnelles, et il y a pas mal de sujets en ce moment là-dessus, le fait de voir ces données qui sont loin, alors que ça devrait être les nôtres, ça pourrait être un impact cognitif de plus pour faire passer l'information de faites attention à ce que vous faites, ne donnez pas vos informations n'importe où, n'importe comment. Voilà, donc je pense que là, ce que tu viens de raconter, c'est une vraie arme supplémentaire pour les développeurs, justement, pour cette spatialisation de données dont on parlait un peu plus tôt. Ouais. Complètement. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me passionne par rapport à la réalité virtuelle et que je trouve absolument, absolument dingue. C'est que comme on va pouvoir utiliser beaucoup de sens, plus de sens que ce qu'on vivre une expérience, en fait, on a beaucoup de mécanismes sociaux et de mécanismes plus, on va dire, je disais, sociologiques, qui rentrent en jeu, qui rentrent en compte.
Et du coup, alors d'accord, d'un côté, ça va venir beaucoup complexifier la création d'applications si on veut vraiment aller à fond. Par contre, d'un autre côté, ça ouvre la porte à énormément de choses justement pour de la prise de conscience, comme tu disais, avec les données qui nous échappent. C'est vrai que c'est très, 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 très parlant. Mettre un gros bloc serveur avec un Google dessus et puis les petites données qui s'en vont comme ça, puis avec les petits billets qui rentrent dans la poche de Google, voilà, c'est parlant parce que effectivement, c'est des choses qui sont assez abstraites et dont on se rend pas compte en fait. C'est le fameux si c'est gratuit, c'est vous le produit, tout le monde en rigole, n'empêche que bah voilà, personne n'y fait vraiment attention quoi. Ouais. Et pourtant, dès qu'on utilise un produit gratuit ou autre, bah voilà, il y a des données qui fuitent et depuis qu'il y a eu justement la mise en place du RGPD, avec la sécurisation et tout ça, et que maintenant c'est officiellement en vigueur et que tous les sites doivent être vraiment d'aplomb, il y a des fois, enfin, je sais pas si vous avez essayé de regarder, mais vous arrivez sur un site de news ou un truc comme ça, et ça vous dit la petite pop-up, machin, etc. Vous allez faire non, non, je veux voir tous les annonceurs. Et là, vous regardez, vous avez une liste genre de 280 trucs, et là, vous vous dites tout refusé. Non, non, je veux pas. Et voilà. Donc, effectivement, c'est tout plein de thématiques comme ça qui commencent à converger autour d'une expérience un petit peu unique, et je trouve ça absolument passionnant. Et Et encore, tu on a parlé juste de l'UX, on pourrait parler de tout ce qui est retour haptique, contrôleur spécifique. Ça sera pour une autre fois. bah, je voudrais poser une question un peu, tu vois, presque pour teaser la prochaine fois que tu viens. Euh, pendant la connect de Facebook, Allô? parlait d'utiliser le hand tracking pour piloter leur futur, Allô, allô? etc. Et il parlait d'ajouter un 6e doigt virtuel aux personnes qu'on apprendrait à utiliser pour pouvoir piloter en fait ces ensembles-là. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce genre de choses? Pourquoi pas? Pour le coup, le truc du 6e doigt, il y a déjà des gens qui ont prototypé des espèces de prothèses qu'on peut se mettre sur la main et du coup qui rajoutent un doigt par là et en fait qu'on va venir animer qui réagit à je sais plus quel muscle au niveau de la main qui fait que ça permet de rajouter un doigt supplémentaire. Donc le principe de se créer des outils comme ça qui viennent augmenter les capacités de l'être humain, on le fait déjà depuis de nombreuses années. Honnêtement, ça me choque pas. Je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Parce qu'effectivement, ça peut. Voilà, après, encore une fois, c'est comme pour la question initiale de départ, le hand tracking web, et ça sert à quoi? Là, voilà, ça va être la même question. Je suis curieux de voir le genre Ce qui a d'usage qu'ils peuvent l'intérêt. en faire. Voilà, c'est quel est l'intérêt? Parce qu'au-delà de l'aspect, ouais, c'est cool, en quoi ça peut vraiment apporter quelque chose de différent, quoi. Donc, c'est la question pour moi, ça va surtout être là plutôt que de se dire, voilà, on peut avoir, je sais pas. J'avais vu une expérience sur le Quest au tout début du hand tracking où on voyait une main et en fait sur chaque bout de doigt il y avait une autre main et sur chaque bout de doigt de la main enfin, ça faisait une espèce Tout à de fait. fractal de doigts. Ça sert à rien, c'est marrant. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait quoi? Donc c'est la question, ça va surtout être ça pour moi. Ouais. Et puis pour le coup, c'est complètement anti-intuitif. C'est complètement Oui. contre-intuitif. Alors là, on est à l'opposé effectivement justement du réel, quoi. Ok, ça Après, marche. ça dépend. C'est toujours la question de l'usage. Si dans un cas ultra spécifique, ça peut servir d'avoir un 6e doigt parce que j'en sais rien, parce qu'il y a besoin d'utiliser une machine où il y a besoin de 6 doigts, pourquoi pas? J'ai envie de dire, si dans l'usage, ça a une utilité, pourquoi pas, quoi. Après, si je repars sur l'idée on va dire, d'une machine physique, les machines physiques sont conçues pour être utilisées par des êtres humains. Donc généralement, on a 10 doigts, donc les machines sont conçues pour C'est ça. au maximum avoir besoin de 10 actions, et encore 10, c'est juste énorme. La plupart, ça va être juste 2 ou 3, ou voire 2, genre une avec chaque main. Déjà, vous vous rendez bien compte, le contrôle Alt-Sub sur clavier, déjà, faut 2 mains. Enfin, genre l'action impossible à faire avec une main, quoi. Bah voilà, on pourrait imaginer des applications qui ont des besoins très spécifiques, par exemple pour faire de la conception. On peut imaginer des raccourcis ou des trucs comme ça qui, vous prenez n'importe quel logiciel de modélisation 3D, ça peut faire tout et n'importe quoi. Vous avez je sais pas combien de fonctionnalités, vous avez encore plus de raccourcis. Bah, ça pourrait potentiellement servir dans un cadre comme ça. De se dire, bah voilà, avec le 6e doigt, on peut appuyer sur un bouton ou un truc, faire une action qui fait que ça va faire quelque chose, quoi. Tout à fait. Alors qu'on nous dit dans le chat, on va finir en mode poulpe. Bah non, je ne le souhaite pas. Ça manque de binds pour certains types de jeux. Effectivement, oui, bah pourquoi pas, oui, ça pourrait aider un 6e doigt pour un MOBA, pour jouer à LoL par exemple, ou les choses comme ça. Mais bon. Est-ce que finalement, les Coréens ne font pas mieux juste avec leurs 10 doigts? Voilà, la question est posée. On en revient à la même question, c'est l'utilité du truc, quoi.
Voilà. C'est ça. Est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose et est-ce qu'au niveau expérience utilisateur, ça apporte vraiment quelque chose? Parce que si la réponse c'est non, il y a 2-3 personnes qui vont l'utiliser et puis ça va tomber dans le bleu. Voilà. Tout à fait. Puis on parlait d'expérience acquise à un moment, apprendre à utiliser un élément supplémentaire sur ton corps, ça doit quand même être une sacrée étape. Parce que de ce que j'avais vu au début, Facebook proposait pour pouvoir faire des commandes sans les afficher. Tu vois, sur notamment tout ce qui est santé, c'était OK, on ne voit pas ce mouvement-là et pourtant il se passe quelque chose. Après, c'est encore un autre sujet qui arrive tout doucement, mais c'est assez complexe. J'avais vu une boîte qui faisait un casque qui permettait de lire les ondes cérébrales et de pouvoir piloter l'application comme ça. Alors c'était un jeu où je crois qu'on pouvait balancer des boules de feu en imaginant qu'on lance un sort, quoi. Et ça, pour le coup, c'est super chouette. On va se dire, voilà, on imagine qu'on lance une boule de feu et paf, on tend le bras et ça lance une boule de feu. Donc sur le principe, c'est super stylé. Après, voilà, ça demande un apprentissage et ça demande de réapprendre à programmer son cerveau pour générer des influx qui disent, voilà, en fait, je veux faire ça. C'est pareil, on pourrait imaginer qu'on peut voler. Voilà, imaginez qu'on a des ailes dans le dos et d'apprendre à utiliser ces ailes qui n'existent pas. Bah, techniquement, je pense qu'on peut arriver à entraîner le cerveau à faire ça. Après, la question, encore une fois, c'est quelle est l'utilité, comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre en place, et ainsi de suite. Eh ben, écoute, moi, ce jour, l'expérience qui m'a le plus bluffé, justement, enfin, alors toute techno immersive confondue, donc là, pour le coup, c'était de la réalité augmentée, et c'était Clarté, il me semble, qui faisait ça. Justement, avec un masque, comme ça, on venait capter les ondes, les ondes du cerveau, et en fait, on se mettait donc dans la peau d'un perceur, on va percer un mur, tout simplement, et le simple fait de penser du coup qu'on va percer le mur déclenchait comme ça tout le réseau électrique et autres canalisations en fait en réalité augmentée. Et ça, c'était juste magique. Alors ça marche pas sur tous les types de cerveaux. Je crois que c'est 90%. Il y a une petite adaptation à faire avant, histoire que la machine se calibre forcément sur vos ondes. Mais moi j'ai eu de la chance, ça marchait vraiment bien et c'est juste hallucinant, quoi. Enfin, alors déjà dans ton cerveau, tu craques une pile, hein, t'as complètement l'impression d'avoir des super pouvoirs. Et puis le besoin, pour le coup, le besoin métier est extrêmement pertinent, extrêmement réel, quoi. Donc c'est vrai que voilà, on arrive sur ce genre de use case et ouais, moi j'ai hâte, quoi. Après, En gros, pour les cons, ça marche pas. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Heureusement, c'est pas basé là-dessus. Non, la seule différence, c'est qu'il faut arriver à analyser correctement les ondes du cerveau. Et la difficulté là-dedans, c'est que les ondes de chaque cerveau sont uniques. En fait, et du coup, il faut arriver à trouver des patterns. Et c'est là que c'est extrêmement compliqué d'un point de vue logiciel, d'un point de vue technique, pour avoir suffisamment de précision et tout ça. Parce que concrètement, si vous percez un trou dans votre boîte crânienne et que vous mettez un électrode, vous aurez une merveilleuse précision. Pas sûr que tout le monde soit prêt à faire ça pour pouvoir utiliser son application. Peut-être qu'en 2077, on fera ça, ça sera classique, mais on n'y est pas encore. Hein, voilà. Moi, pour l'instant, je salue Elon Musk, qui le tente. En tout cas, il y croit très fort. Donc voilà. Ça avance. Maintenant, voilà, ça reste de se dire, on va se foutre une puce dans le cerveau, quoi. Oui. Donc voilà. Le monde n'est pas prêt. Il y a d'autres questions. Ouais, c'est ça. Le monde n'est pas prêt encore. Le monde n'est pas prêt. Ouais. Donc ouais. Ok. Ça marche. Bon, désolé, on a un peu digressé. Bon, c'est pas grave, c'est intéressant. Question intéressante. Qu'est-ce que j'ai après ouais, quelle est la plus grande difficulté technique avec le hand tracking? Alors, quelles sont les limitations techniques? Ouais, limitations techniques, là, ça va plutôt être du design. Après, c'est plus au quotidien, quand on développe des applications qui utilisent ces technologies-là, il y a des problématiques qui se posent et il y a des moyens de les contourner. Voilà. Pour moi, c'est la plus grosse difficulté sur des projets comme ça, c'est d'arriver à avoir une itération rapide. Parce que comme il y a beaucoup d'expérience utilisateur, il faut absolument passer son temps à tester, retester, retester. Et là où c'est complexe, c'est que si on veut tester ça, il faut mettre le casque, il faut la compiler, faut s'éloigner un petit peu du bureau pour pas péter ses manettes, ce genre de choses. Il faut tester et débugger avec le casque à moitié sur la tête. Enfin bref, c'est marrant à la fois et c'est pas marrant à la fois non plus.
Ouais. Parce que Disons que c'est marrant les 10 premières fois, mais quand tu les fais, voilà, une fois que tu les as fait 10 fois voilà. dans ta journée, c'est un peu plus chiant. Disons que voilà, il y a avec la sortie du Quest 2, là, il y a Oculus qui avait annoncé les straps Elite et compagnie, et il y a pas mal de gens qui étaient en mode ouais, non, mais ça sert à rien, le strap initial il sert très bien, etc. Alors en fait, quand on enlève son casque 150 fois par jour, Oui, c'est c'est bien plutôt d'avoir pratique. le réglage qui se barre pas dès qu'on l'enlève une première fois. Voilà. Donc Hmm. c'est ce genre de questions en fait qu'il faut se poser et qui fait qu'à la fin de la journée on n'en peut plus, on devient fou en fait. Parce C'est que ça. bah voilà, on voit flou, alors du coup ça explose les yeux. Enfin bref, c'est pas mal de problématiques comme ça. Est-ce qu'il serait pas temps, Et du coup, de pouvoir développer directement au sein du casque? Est-ce que c'est quelque chose ça, bah, typiquement si demain la résolution et on va dire, le fait de pouvoir porter 7 heures aussi un casque par jour, hein, ouais. donc j'entends par là lumière bleue et autres, Mhm. est-ce que si un jour c'était «safe» entre guillemets, est-ce que toi c'est quelque chose qui pourrait te tenter? Ah bah honnêtement, je pense que ça peut être vraiment vraiment cool de pouvoir effectivement se dire je développe une application en réalité virtuelle, je vais directement être dans l'environnement de réalité virtuelle. Ça Mmh, c'est clairement, on en a parlé tout à l'heure par rapport aux éditeurs directement en VR. Oui, je pense qu'à terme, ça sera vraiment la façon idéale de concevoir une application en VR. OK. Avec des meilleurs écrans, on pourra même faire en sorte de pouvoir, je sais pas, directement développer depuis le casque. Enfin, je veux dire, imaginez, vous êtes dans votre environnement, vous êtes en train de tester un truc, et puis il y a un truc qui marche pas. Bah, vous ouvrez une espèce d'invite de commande qui va être flottante, et puis vous avez un clavier virtuel qui apparaît, et puis il est calibré par rapport au clavier que vous avez sous les doigts. Bah, d'ailleurs, Oculus a annoncé un truc la Oui, dernière Oculus tout à Connect fait. par rapport à ça. Donc, enfin, je veux dire, ça va être là l'année prochaine, quoi. Quand Mmh. vous imaginez, vous êtes en train de tester votre truc, il y a un truc qui marche pas, vous dites bah tiens c'est quoi, vous ouvrez votre script, vous regardez, vous faites du debug, recompilez, pof, à chaud, pof, ça vous recharge l'environnement et paf, vous êtes directement dedans. Enfin, Dans la mais en même matrice, temps, quoi. c'est exactement ça. Moi, ça révolutionnerait quand même le boulot de développeur, hein. Je veux dire, vous Mhm. savez, tous ces développeurs, quand on développe sur internet, machin, sur des sites avec le hot reloading et compagnie, enfin, ça serait juste génial d'avoir du hot reloading dans son environnement VR, quoi. C'est-à-dire que le Mhm. développeur peut vraiment se taper ça, hein, son kiff, Mhm. et voir son environnement changer en temps réel. Ce serait cool. Ah ça c'est le rêve. Enfin, Bah moi oui, j'en oui, rêve. tout à fait. Sans que ça lag, sans que ça lag. Parce que Unreal a Je suis, essayé, mais voilà. Ouais, bah, après voilà, il y a beaucoup de contraintes techniques qui dépendent de la technologie utilisée, des outils et tout ça. Mm. Donc ça demande quand même énormément de travail pour arriver à avoir ne serait-ce que le socle d'outils nécessaires pour Tout arriver à à fait. avoir un environnement comme ça, pour ensuite commencer à développer son application. Et pour le coup, personne n'a encore réussi à trouver vraiment le juste milieu pour avoir un truc utilisable et pertinent. Mais ça Après, viendra, hein, parce que ça me semble être, pour le coup, le plus pertinent, à terme, effectivement Mhm. bah, il y a rien de mieux que d'être immergé dans ce qu'on fait pour, le faire bien, déjà. Yes. et ça se développe dans d'autres secteurs. Dans l'industrie, sur la conception industrielle, on commence à avoir des Mhm. outils qui sont connectés au système de dessin pour que tu Mhm. puisses appuyer sur un bouton, passer en VR, mettre ton casque, regarder ce qui se passe dedans, enlever ton casque, faire ta correction, puis pouvoir repartir. Donc c'est sûr que sur le développement en VR, on va aller vers ça à terme, quoi. Tout à fait. Ouais, ouais, clairement. Moi j'attends que ça. J'ai plein Ah bah, d'idées. on est nombreux, hein, effectivement, à l'attendre, hein. Dites tout dans le chat si vous êtes développeur et si, potentiellement ça vous plaît. Parce que moi, j'en connais, par contre, qui développent en VR et qui, se disent qu'effectivement, même si demain la résolution le permet et autres, ils préféreraient, encore, le bon vieil écran et voilà et les 2 points de vue peuvent s'entendre donc voilà, n'hésitez pas. Après, je pense que ça va être utile ça va être indispensable dans certains domaines. Ça va être accessoire dans d'autres Ouais, et inutile dans d'autres. Voilà, c'est ça. je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Enfin, je veux dire, imaginons, on a un développeur réseau. Lui, il veut juste vérifier que l'application multijoueur elle fonctionne bien et il n'y a pas besoin d'un casque de VR. Ah non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, Mais bon, je après pense que les différents usages vont venir se, se lier les uns avec les autres ouais. sur différentes parties en fait, des projets. Après, l'histoire nous a appris que, bien évidemment, c'est le secteur inutile qui percera en premier. Voilà. C'est- Bon, bref, Voilà, ça. petit troll. Ok, ça marche. Eh ben, difficulté numéro un, ok, ça marche. Voilà. On s'y attendait pas Euh, forcément, mais ouais, effectivement, voilà. c'est un véritable problème. En tout cas, Parce ça que génère un irritant de devoir constamment enlever le casque et autres.
Ouais. Et voilà, en fait, comme déjà c'est un contexte qui est déjà complexe de base, c'est-à-dire concevoir une application en VR, bah déjà il faut que techniquement ça fonctionne, il faut vérifier que les interactions elles fonctionnent bien. Comme c'est du temps réel, il faut vérifier les interactions croisées entre les différents éléments. Il faut qu'il y ait un framerate qui soit élevé, il faut que ça fonctionne. Voilà, donc c'est déjà un contexte qui est très complexe. Si en plus on rajoute des difficultés techniques de production, vraiment en mode voilà, ça prend du temps de développer, et ben ça devient vraiment difficile. L'autre risque aussi, c'est de se faire mal. Moi, je sais que je porte des lunettes et je vous explique pas le nombre de fois que je me suis arraché le front en enlevant le casque avec les lunettes qui partent. Et voilà. Ah oui, Donc là, ça va en ce effet. soir. Je n'ai pas de marque, mais ça m'arrive tellement régulièrement. C'est pénible. Vraiment, c'est pénible. Et quand on commence un petit peu à s'énerver, qu'on a un truc qui marche pas, etc., on devient un petit peu plus chaud, quoi. On enlève le casque un petit peu plus vite. Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec une énorme balafre du sourcil jusqu'au front. Ouais, Parce en que, effet, parce que c'est pas voilà, horrible. on a enlevé les lunettes en même temps, quoi. Donc, c'est des trucs qui ont l'air débiles, mais quand c'est ton quotidien, c'est des sujets qui sont juste super importants, quoi. C'est Hmm. l'ergonomie du travail. Est-ce que du coup, ça fait pas, est-ce que ça fait pas les développeurs, du coup, les meilleurs ergonomes pour l'instant pour faire des casques VR? Parce que clairement, Ben, je pense que certaines boîtes auront du mal à m'expliquer qu'ils ont fait passer vraiment des ergonomes, qu'ils ont même ne serait-ce que des gens qui enfilent leur casque. Donc voilà, est-ce que finalement, après, faudrait pas faire ça? ça, bah oui, clairement, les développeurs peuvent donner un retour d'usage. Après, l'usage que va avoir un développeur d'un casque de VR, ça va pas être le même qu'un utilisateur. Enfin, je veux dire, un joueur, il va se dire, je lance mon jeu, je lance mon Elite Dangerous, par exemple, je mets mon casque, je vais jouer pendant Ouais, 3 et heures. après, j'y touche Et plus, quoi. lui, ce qu'il va vouloir, c'est que le casque soit juste ultra confortable. Un développeur, ce qu'il va vouloir, c'est pouvoir mettre son casque rapidement, le resserrer, qu'il n'y ait pas une perte de réglage ou ce genre de choses. C'est pas les mêmes besoins, en fait. Hmm. Donc, je pense que les deux peuvent être utiles. Et je pense que de ce côté-là, sur justement le Quest 2, ils ont fait ça très très bien. Ils ont bien pensé ça. C'est que le système, il est amovible. C'est-à-dire que le système de fixation, il est amovible. On peut le démonter et pour pouvoir rajouter des fixations qui sont différentes. Et ça, je trouve que c'est la meilleure idée du monde. C'est-à-dire qu'il y a le matériel de base qui est livré avec une sangle de base qui marche. Enfin, elle marche. Oui, Elle tient à la tête. ça peut faire C'est le pas taf. parfait, mais ça fait le taf pour la majorité des gens. Et pour les personnes qui ont des besoins plus spécifiques, eh ben, on peut acheter un strap Elite. On peut acheter un strap Elite avec une batterie supplémentaire pour tenir plus longtemps. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont imaginer de nouvelles choses qu'on va pouvoir Ouais. brancher dessus, quoi. Donc Justement, on en fera ça le tour. c'est On en fera le tour ouais. dans un prochain stream. Ça, enfin, j'attends de toutes les avoir reçues, forcément, mais on fera le tour effectivement des sangles alternatives. Et il y a des bonnes surprises là-dessus. Ouais. Donc, Moi, je sais que j'ai récupéré le strap Elite pour bosser et ouais, c'est bien. C'est indispensable même. Quand ouais. on enlève le casque, voilà, 150 fois par jour, il faut. Et du coup, tout ça cumulé, bah, c'est ça, c'est que ça tue effectivement un petit peu la productivité, quoi. On est loin du développeur. Exactement. Ça va être Alors, à vouloir on absolument reprend de en mode l'auto. Dark Vador, mais oui, Ah, effectivement, c'est ça vrai? tue la productivité. Allô? Ah non. Et tiens, question comme ça. Alors moi, pour le coup, je suis pas du tout développeur, donc c'est vraiment question de néophyte. Mais est-ce que, justement, vu qu'on peut enlever tout le système de strap, ça serait pas poser et enlever du visage pour checker juste l'environnement? Parce que j'avais vu des choses comme ça avec des espèces de casques posés sur des sticks sur des bureaux. Tu Mhm. vois, où tu prends ton stick, tu mets et jamais tu te le fixes sur la tête pour pas l'enlever, quoi. Enfin, pour Alors, pas avoir le... je me suis posé la question à un moment donné si j'allais pas bricoler une espèce de poignée en impression 3D justement pour tenir mes casques. En fait, je pense qu'en pratique, ça va être plus chiant qu'autre chose. Parce que selon le cas d'usage qu'on va avoir besoin de bouger, de se retourner, de se déplacer, etc. Si c'est un casque qui est sur câble, bah, ça va être la merde. Et pour l'exemple du Quest, en fait, je vais le sortir parce qu'il est juste là. Hop. En fait, généralement, moi, ce que je fais, c'est que je mets le casque comme ça et je vais venir tester directement. Hop, et je l'enlève. Voilà. Du coup, des lunettes, exemple parfait. Et je viens l'enlever C'est comme ça. ça. Voilà. Donc après, c'est typiquement là, la sangle, elle permet de faire ça. Ça va assez vite. Et si j'ai besoin, bah, je vais la déchirer et la resserrer derrière, quoi. Donc, potentiellement, il y a des petits accessoires comme ça qui peuvent servir. Peut-être que dans des cas particuliers, encore une fois, je sais pas, de modélisation, on n'a pas forcément besoin de se déplacer, mais qu'on veut juste voir les choses en 3D.
Ça peut être, on peut imaginer que les casques soient montés sur un bras sur le côté et qu'en fait on ait un PC de travail classique avec le casque qui soit par exemple attaché au plafond comme ça, et qu'on ait juste à se dire on fait des choses, hop, on regarde dans le casque, on vérifie tout va bien et on continue de tester. On peut imaginer des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment un usage très 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 spécifique. Alors, oui et non, hein, c'est pas vraiment une pub pour Oculus. D'ailleurs, Comme dites-moi ça, si mon micro grésille. la réflexion que par rapport Mais je crois qu'ils m'entendent plus. au sujet du jour qui C'est est pas le vraiment une pub tracking, pour Oculus, bah, hein, il c'est faut juste que quand même se voilà, mettre c'est le les pieds casque sur la qu'il avait tête sous parce la que main. t'as besoin de tes mains pour tester le tracking. Faut pas Voilà, confondre. exactement. Avec des contrôleurs, on arrive à bricoler, mais le Ouais. tracking, si tu occultes tes caméras, si machin, ça marchera jamais. Et comment ça se fait Exactement. qu'ils ne m'entendent pas d'ailleurs? Hallucinant. Exactement. Euh, Donc, Hallucinant cette Cédric, est-ce que histoire. tu es de retour avec nous? On ne t'entend pas. Attendez, j'arrive. Allô? Ah, ça y est. Allô? Est-ce que c'est bon? Voilà. Oui, on t'entend. Ton micro c'est ok mais ils t'entendent plus. Ouais non mais c'est ça, c'est qu'en fait moi on m'entendait en stream mais vous ne m'entendiez Ah. plus. Donc d'accord. bah, c'est trop bizarre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, juste petite pause sur le timer. Sachez qu'il nous reste quelque chose comme 5 minutes, messieurs. Donc ouais, il me reste une slide avec des impeccable, impeccable, impeccable. Ouais. Ça marche. Non, non, c'était donc, pas pour mettre la c'est pression. parfait. Timing, non mais timing parfait, c'est impeccable. Donc du coup, bah, nous ce qu'on fait à OtterTech pour réduire un petit peu toute ces temps où on est obligé de tester et qu'on perd de la productivité, en fait, ce qu'on essaie d'appliquer, c'est de séparer en fait les fonctionnalités qui sont vraiment dépendantes du matériel, que ce soit du hand tracking ou de la VR, pour que on puisse du coup les développer, valider qu'elles fonctionnent, et ensuite tout le reste de l'application qui n'est pas directement lié à ces features-là, en fait, de faire en sorte qu'on puisse les tester depuis l'éditeur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la partie UX, expérience utilisateur, qu'on va être obligé de tester en VR. Par contre, tout le reste, on essaie de faire en sorte de pouvoir le tester directement depuis l'éditeur sans avoir besoin de mettre un casque. Ce qui fait que, bah, en fait, si la mécanique en elle-même, la logique métier, les créations d'éléments, la manipulation de données, elle fonctionne dans l'éditeur, bah, derrière, on a juste à se dire, bah, je mets le casque, je vérifie que les interactions elles sont bien branchées correctement, et on valide tout de suite que ça fonctionne. C'est-à-dire que pour tester les éléments qui sont indépendants du matériel physique, on n'est pas obligé de mettre le casque, de se mettre dans la situation bien précise pour tester l'information, etc. Donc, en ayant cette approche-là, bah, ça nous permet de gagner du temps. On teste vraiment que ce qui concerne l'expérience utilisateur en mettant le casque ou en testant sur réalité augmentée. Et ça, c'est quand même un sacré gain de temps. Ouais. Voilà. Ce qui est en plus, notamment, et on va le rappeler, hein, pour les techs qui nous regardent, une très très bonne pratique, la modularité. Hein. Alors que ça soit sur Unity ou même d'une façon générale dans absolument tout le développement, ça permet la réutilisabilité, la testabilité. Hein. Donc là, c'est exactement ce qu'on a là. Hein. C'est le côté testabilité du truc. C'est que, enfin voilà, c'est toujours une excellente pratique, en effet. Donc, du coup, c'est pas vraiment une difficulté. Enfin, moi, je l'aurais pas mis en mode difficulté pure, mais par contre, c'est vrai que c'est contraignant. Difficulté qui amène une solution, et c'est ça qu'on a proposé pour répondre à cette problématique-là. Ok, et c'est vraiment top. C'est vraiment top. C'est ça qu'il faut faire, messieurs. Si vous voulez pas redévelopper 14 000 fois la même application ou, enfin voilà, 50% de votre moteur à chaque fois. C'est exactement ça. Désolé, je t'ai coupé. Pas du tout, j'ai fini. C'était ma dernière slide. Ça marche. Si vous avez d'autres questions. Eh ben oui, n'hésitez pas si vous avez des questions. Dites-moi d'ailleurs si mon micro sature. Moi j'ai une question. Pourquoi mon micro sature? Voilà. Est-ce que tu peux me répondre à ça, Alex? Non? Eh ben moi non plus. Voilà, je ne sais pas. Et ça m'énerve. Bref, va falloir acheter une Go XLR Pro. Enfin une Go XLR, pardon. Absolument pas. Jamais de la vie. Donc voilà, il nous reste quelques minutes en effet avant de passer à l'émission de news qui va avoir lieu à 19h30. Est-ce que... Enfin voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le hand tracking ou plus spécifiquement sur absolument tout ce qu'on a parlé. Hein. Donc on avait une partie... Enfin, on avait le hand tracking, hein, le corps, mais on a également parlé UX, on a parlé DataVis. Enfin voilà, on a parlé de pas mal de choses. N'hésitez pas en tout cas. En tout cas, ce qui est intéressant là sur tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, je trouve, c'est vraiment d'insister sur le fait que ces technologies immersives, quelle que soit la techno, redéfinissent franchement notre rapport à la manière de travailler, aux outils qu'on utilise et la manière de représenter les systèmes dans l'espace. Parce que c'est ce qu'on disait, hein, on est habitué à de la 2D, flat et la transposition est pas naturelle.
Mais en tout cas, je suis très curieux de voir tous les nouveaux outils qui vont arriver pour qu'on puisse travailler en VR ou travailler pour faire de la VR ou de la R euh, de plus en plus qualitative. Tout à fait. Et c'est vrai que j'avais une question de Nardiner que j'avais dit on la posera tout à l'heure. Et je suis sûr que Nardiner ne se souvient pas de sa question et que moi, voilà, qui nous disait de toute façon le hand tracking c'est beaucoup plus le pro que le gaming parce qu'arriver à simuler la tenue d'une arme avec du hand tracking, je te dis pas les problématiques. Et bien sache qu'il y a des projets qui existent sur lesquels tu vas du coup pouvoir tenir de véritables armes, mais où du coup tu n'auras pas besoin sur tes armes d'avoir des vrais inputs, au sens input, au sens connecté à ton jeu, c'est-à-dire que le hand tracking va détecter tout simplement que tu auras pressé ta gâchette, et donc tu auras une réplique, on peut imaginer une réplique d'arme sur lequel bam, on va tout simplement détecter que tu auras appuyé sur ta gâchette. Donc il n'y aura pas meilleur retour haptique que finalement la véritable réplique que tu aurais dans les mains. Et entre guillemets, fini les manettes uniques. Voilà. Donc, en tout cas, ce sont des choses qui ont tendance à évoluer. Il y a plein de problématiques autour de ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alex, pour les quelques minutes qui nous restent, mais Je c'est des pense pistes. que ça, ça décollera le jour où il y aura un jeu qui utilise vraiment le hand tracking pour ce qu'il est. Ouais. Voilà, typiquement, voilà, la réalité virtuelle, aujourd'hui, pour le grand public, c'est Beat Saber. Parce que c'est ça qui a littéralement fait exploser le genre, parce que voilà, ça marche que en réalité virtuelle en fait. C'est ça. Et d'ici qu'il y a un jeu qui utilise vraiment le hand tracking vraiment à fond, en mode ça marche que comme ça. Je pense qu'effectivement ça va rester un truc un petit peu à la marge avec des gens qui font plus des expériences vidéo ludiques que des vrais jeux vidéo à proprement parler, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, on leur souhaite effectivement le hand tracking. Le hand tracking, effectivement, de toute façon, pour l'instant, à la marge, on va dire, dans le milieu du gaming. Bon, et ben ça marche. En tout cas, un grand merci à toi, Alex, pour ce meet-up. C'était vraiment plaisant à écouter. En tout cas, moi, j'ai appris des trucs. Et c'est le but d'un meet-up. J'espère que le chat aussi. Nardiner qui nous dit sauf que c'était pas une question. Et ben je sais, moi je l'ai posé en tant que question, je fais ce que je veux après tout. Et voilà. Donc un grand merci à toi Alex, j'espère que le chat du coup vous avez également apprécié. Je donne bien évidemment ce rendez-vous, il est hebdomadaire, donc rendez-vous jeudi prochain 18h pour les professionnels, les développeurs. On vous communiquera le sujet peut-être un peu à l'avance dès que... Enfin voilà, on s'organisera, tout ça. Vous savez qu'on est dans une phase de bêta. Nous en voulez pas trop. Pareil pour les environnements. Les environnements vont changer. Pour l'instant, on était sur mon overlay, moi que j'utilise au quotidien. Mais tout ça va changer, bien évidemment. Le changement, c'est pour demain. Et voilà. Et on se retrouve donc dans... On va avoir un peu de retard. Dans 5 minutes pour l'émission de news. Vous avez l'habitude, grande tradition chez ETR d'avoir un petit peu du retard sur les plannings, mais ça va bien se passer. J'espère surtout qu'on rendra derrière l'antenne à Lenny suffisamment tôt et qu'on cramera pas trop son créneau. En tout cas, c'est l'émission de news là pendant 1 heure et derrière vous allez retrouver Lenny, mais il vous présentera bien mieux que moi du coup ce qu'il ira faire. Merci Borbou, merci beaucoup pour le réabonnement, merci beaucoup, ça fait plaisir, et voilà, et bien courte page de pause, encore merci Alex, et on se retrouve, allez d'ici, on va se dire 10 minutes quand même, parce que voilà, je voudrais pas dire, mais j'ai bien taffé les slides, mais enfin les overlays, mais il reste un peu de taf encore. Allez, à tout de suite, je mets l'écran de pause. Salut, Alex.